Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Cauchemar d'Innsmouth d'Howard Phillips Lovecraft. Nous arrivons au 5e épisode, si je ne m'abuse, de cette lecture d'un recueil de nouvelles. Et aujourd'hui, nous lirons pas une, mais bien deux nouvelles. Nous lirons la nouvelle 4e et 5e de ce recueil, à savoir la nouvelle Air froid et la nouvelle L'Indicible. Donc si vous voulez avoir le programme détaillé de ce live et que vous me regardez en rediffusion, je vous invite à regarder soit la barre de lecture de la vidéo, soit dans la description de la vidéo, et vous trouverez des timecodes qui vous donneront les bonnes parties, l'introduction, la lecture d'Air froid, les pauses, la lecture de l'Indicible et l'outro. Voilou, comme ça c'est facile pour vous de naviguer en juste quelques clics, vous êtes même normalement en juste un clic vous êtes à l'endroit où vous le voulez. Donc voilà, tout est bon, tout est bien réglé, tout est bien millimétré, normalement tout est bon pour vous. Et puis si vous voulez retrouver bien entendu les nouvelles que j'ai déjà pu lire ou celles que je lirai à l'avenir sur Lovecraft, je vous invite, enfin en tout cas sur ce recueil, je vous invite à checker la playlist Et si on lisait Le Cauchemar d'Innsmouth sur ma chaîne YouTube. On a aussi lu d'autres œuvres de Lovecraft sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, il y a par exemple la playlist Et si on lisait les montagnes de la folie, il y a sûrement la playlist Et si on lisait le mythe de Cthulhu, et enfin, il y a encore tout un tas d'autres œuvres, pas forcément de Lovecraft sur ma chaîne, que j'ai déjà pu lire également, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, peut-être que vous trouverez chaussures à votre pied, n'est-ce pas? Bonsoir Kayamoon, bienvenue sur ce live, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir en live, merci. Merci de passer, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était croisés et ça me fait toujours plaisir de voir... En fait, ça me fait plaisir, ça me touche sincèrement de voir qu'il y a des gens qui me suivent sur des très longues périodes et certaines personnes peuvent se permettre, entre guillemets, de venir régulièrement, etc. Certaines personnes un peu moins et ça me fait plaisir du coup de vous revoir venir. Je me dis, ah, elles m'ont pas oublié, c'est beau en vrai, il y a quelque chose de beau. Alors, en parlant d'oublier, moi j'ai oublié mon verre juste à côté. Alors attendez, je suis toujours là, hop. Voilà. D'ailleurs, je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en ma compagnie, chers amis. Je vous invite à bien vous installer, à prendre à manger, à boire, ou si vous êtes en trajet ou j'en sais rien, je sais pas ce que vous pouvez faire tellement de choses. En tout cas, peu importe ce que vous êtes en train de faire, je vous le souhaite de passer un bon agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Mamma mia! Et du coup, Roller Die officiel qui passe nous faire un coucou. Salut Cora, comment ça va? Coucou. Alors, je suis pas du tout à jour, je rattraperai tout ça au plus vite. Je reste et coupe le son juste pour les vues. J'espère que tu vas bien, mon ami, et non jamais d'oubli. Ah, ça fait plaisir, Roller Die officiel, anciennement Cora. N'hésitez pas à aller checker l'ami Cora qui, qui fait du contenu qualitatif. Donc j'avais commencé à regarder le jeu de rôle spécial Halloween que vous avez fait hier. Et j'avais commencé à le voir en live pendant une petite heure. J'avais trouvé ça bien sympa. Et j'ai terminé de le regarder tout à l'heure en rediffusion. Et vraiment, tu t'es dépassé. Enfin, c'est hallucinant. La réal est dinguissime. Donc, gros GG à toi, Cora. Appelle-moi Cora. Ouais, c'est beaucoup plus facile dans ma tête. Mais franchement, gros GG. J'ai halluciné. C'était très très propre. La réalisation est incroyable. Les costumes, les déguisements, tout ça. Enfin, bref. Je spoil pas trop pour ceux qui voudraient aller voir, mais c'est de la bonne cam. C'est de la très bonne cam. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on approche doucement de la fin de cette lecture d'ailleurs. Je crois que c'est l'avant-dernier live, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais faire le dernier live de lecture sur Le Cauchemar d'Innsmouth mardi à 21h avec la dernière nouvelle. Dernière nouvelle dont le titre est Le monstre sur le seuil. Donc voilà, ça sera très certainement mardi à 21h. Et en général, entre deux lectures, je fais une pause où je saute un créneau de lecture. Donc, vendredi prochain, il ne devrait pas y avoir de créneau de lecture. Et à ce moment-là, je reprendrai mardi d'après. Je suis pas encore définitivement sûr de sur quoi je vais reprendre. Mais il y a de fortes chances que je reprenne sur Goethe et le roman Les souffrances du jeune Werther. Voilà. On va passer de l'horreur Lovecraftienne
à l'horreur plus du côté tragique, si je puis dire, en tout cas du côté très tristoun. Donc là, on va passer sur quelque chose de tout à fait différent, beaucoup plus sérieux, et enfin sérieux. C'est sérieux, mais je sais pas trop comment le spécifier, et en même temps, je l'ai jamais lu, donc je dis seulement ce que je pense avoir en tête sur cette œuvre, mais en tout cas, je crois qu'on va arriver sur un truc très très triste, over méga triste. Ça sera bien entre Halloween et Noël, je trouve. On est bien dans l'ambiance hiver comme ça. Et ouais, je pense qu'on risque d'être bien ému sur cette prochaine lecture. Mon ancien professeur, donc la personne qui m'a donné envie de lire ça en fait, c'est un ancien professeur de fac. Et mon ancien professeur de fac qui faisait très souvent, très très souvent référence en disant que c'était l'une des œuvres les plus tristes jamais écrites. Donc ça promet, ça promet, ça promet. Et du coup, merci Cora pour... du coup, je lis Roll or Die et je me sens obligé de dire Roll or Die, c'est terrible. Mais du coup, merci Cora pour les encouragements, ça fait plaisir. Et je te souhaite de passer une bonne soirée, cher ami. Je coupe le son pour pas être spoil. Pas de soucis. Bonne soirée, bonne soirée. Merci d'être passé. Et bonsoir Mika Clark, bonsoir les couteaux portes, bienvenue, installez-vous tranquillement les amis. D'ailleurs, j'en profite également pour remercier Bernie le Génie et Hélène VGNS pour avoir follow la chaîne. Merci à toutes les deux. J'ai vu en ce moment, j'ai beaucoup de commentaires en ce moment sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, en ce moment, la chaîne YouTube enregistre des statistiques incroyables. Donc, un grand merci à vous tous. Et j'ai beaucoup de commentaires. Et vraiment, vous pourrez leur demander. Vraiment, c'est pas du mytho. J'en parlais hier à Tran02 et à Exil. Deux de mes mates que vous avez déjà pu rencontrer lors de live précédents. Et on était en train de jouer et je leur disais à quel point c'est fou comment vraiment ça a un impact. C'est-à-dire que vraiment, je me sens moins seul, entre guillemets. Surtout qu'en ce moment, moi je vous l'ai déjà dit, mais je traverse des moments un petit peu compliqués. J'ai eu une petite série noire IRL où il m'est arrivé tout un tas d'événements pas très très cool. Et en fait, ça fait tellement du bien. Genre, en ce moment, franchement, sans déconner, je dirais 4-5 fois par jour, j'ai un petit commentaire sur YouTube, et puis je vais voir, et puis en général, la plupart du temps, c'est une personne qui me dit « Ah merci, tu m'as aidé pour les cours, ah merci, tu m'as aidé pour ceci, ah merci, tu lis super bien ». Et c'est des petits commentaires, des petits messages, mais... Et encore, des fois, il y en a qui se prennent vraiment la tête à faire des longs messages détaillés, et ça me fait encore plus plaisir, entre guillemets, mais vraiment, ça me touche profondément et ça m'aide à me motiver au quotidien. Donc vraiment, un énorme merci à vous tous pour ça, ça fait extrêmement plaisir. Et quand je vous dis de laisser un like, un dislike, un commentaire, de vous abonner, etc., etc., comment dire, je mine, mince, comment on dit en français, c'est terrible de parler en anglais. Mais enfin voilà, je veux vraiment dire merci parce que c'est vraiment important, c'est vraiment impactant. Quand je dis que ça fait évoluer la chaîne, mais que ça me fait aussi évoluer moi à titre personnel, c'est vrai. C'est-à-dire que autant ça donne de la visibilité à la chaîne, ça la fait grandir, ça la fait se développer, autant à titre perso, bah voilà, je prends de la positivité, je prends de la critique, parfois ça peut être de la critique négative aussi, hein, mais je prends des choses, des éléments qui vont me permettre à titre perso d'essayer d'améliorer les choses, de me motiver à me dire ok, ça je l'ai peut-être moins bien fait ou pas très bien fait par rapport à d'habitude, est-ce que je peux l'améliorer pour la suite et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment très important entre guillemets tous ces petits retours que vous pouvez me faire. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est extrêmement sympathique. Je vais grab some food, prendre ma console pour jouer en même temps. Voilà, that's the spirit, Mika Clark, exactement. J'ai raté le live saut, j'étais déçu. Et oui, Mika Clark, hier, un petit live sur Sea of Thieves pour présenter la mise à jour. J'espère en refaire un, je pense la semaine prochaine. J'en parle souvent, mais je peux pas vous dire précisément parce que ça dépend vachement de tout un tas d'événements. Et comme je le disais, en ce moment, je suis soumis à des événements pas forcément agréables et que je voulais pas, enfin auxquels je voulais pas être confronté forcément, ce qui fait que j'ai un peu moins le temps et tout, c'est un peu le bordel, mais voilà, je vais tout faire pour continuer au moins à garder le rythme, et à titre perso j'aimerais l'augmenter, voire ajouter des nouveaux concepts et ainsi de suite. Et par exemple, c'était un plaisir hier de voir que je pouvais quand même live du Sea of Thieves malgré la surchauffe de mon PC sans crash. Donc j'espère en refaire la semaine prochaine, peut-être en compagnie de Walkirax, etc.
ou du moins faire beaucoup plus de gaming. Par exemple, j'imaginais bien la semaine prochaine, vu que c'est la fin de la saison de League of Legends, me faire une grosse semaine où je pulvérise League of Legends et où je joue toute la journée, mais en live. Et pas forcément le mettre en rediff sur YouTube, parce que voilà, c'est des parties qui s'enfilent, où il n'y a pas d'aventure suivie et tout. Je vois pas forcément l'intérêt de le mettre en rediff sur YouTube, mais je me dis ça peut être un bon programme de live pour une petite semaine là. Donc voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis, mais après derrière ça, il y a tout un tas de jeux que je vous ai déjà énumérés dans des lives précédents, que j'aimerais beaucoup faire justement en live. Donc ouais, il y a tout un tas de choses qui me donnent envie. Ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à dormir, donc du coup, je réécoute les lectures parce que ça m'aide à me calmer avant de dormir. Ah, c'est trop gentil, j'ai eu un commentaire comme ça en privé récemment de quelqu'un qui me disait que je l'accompagnais dans ses insomnies. J'ai trouvé ça tout mignon, donc merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et bonsoir le bosquet de Kain, merci de passer faire un coucou, ça fait plaisir. Bah décidément. Franchement, vous voyez, c'est tout con, mais juste ça, ça fout un smile. Ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Donc merci à tous d'être là. Bref, je vais commencer la lecture parce que là je bavarde beaucoup. Tout simplement, je vous rappelle que dimanche à 15 h, il y a un live de découverte de l'univers de League of Legends sur Miss Fortune. Ça durera environ 1 heure. Et dimanche toujours, il y aura la veillée du dimanche. Donc à partir de 21 h, de 21 h à minuit, je serai disponible sur Discord pour discuter et jouer avec vous. La dernière fois, on a fait beaucoup de Scribblio. Un petit peu de Among Us aussi, mais beaucoup de Scribblio. Et je sais pas du tout quel sera le programme de ce dimanche. C'est vraiment en discutant ensemble et selon le nombre de personnes qui est là, qu'on choisit ce qu'on fait un petit peu. Donc voilà, c'est très chill, très posé. Si ça vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon Discord, ça sera un plaisir. Et surtout, demain, nous sommes samedi. Mais pas n'importe quel samedi, nous sommes samedi 31 octobre, nous sommes le samedi d'Halloween. Et si vous n'avez rien de prévu et que vous voulez passer un petit moment de soirée en ma compagnie, je vous invite à me rejoindre demain à partir de 21 h pour un épisode spécial de Ça me rappelle une histoire, avec un épisode au thème Halloween. Donc voilà, le délire demain, pour ceux qui ne connaissent pas Ça me rappelle une histoire, ça sera, comme d'habitude, d'improviser des histoires sur la base de vos suggestions sur le chat. Et donc moi, voilà, j'improviserai une histoire comme ça. Et demain, ça sera sur le thème Halloween. Donc, je sais pas, moi, ça peut être en lien avec les origines d'Halloween, avec une histoire, un fait divers qui aurait eu lieu à Halloween, etc., etc., je sais pas trop. Et oui, je serai seul demain, Mika Clark. Je serai bien seul. mais voilà, il y a tout un tas de choses, j'espère, qui seront cool. J'en dis pas plus parce que je veux pas vous survendre le truc. Mais en tout cas, plus il y aura de gens, plus ça sera sympa de toute manière. Donc voilà. Écoutez, je pense avoir fait un énorme tour. Je suis décidément très bavard. Ce sera un live demain. Salut Hélène, et merci pour ton follow, ça fait extrêmement plaisir. Je le disais en début de live du coup, mais merci pour ton follow. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est toi qui as commenté sur YouTube plus tôt dans la journée. Donc merci à toi Hélène, ça me fait extrêmement plaisir que tu aies eu la curiosité de déménager de YouTube à Twitch pour venir voir. Et oui, demain ça sera en live à partir de 21 h, ça me rappelle une histoire. Et en général, les lives, ça me rappelle une histoire. Je raconte 2 histoires, et en général, ça dure, je dirais, entre 1h30 et 2 h, un truc comme ça. À peu près. Bref. Je vais me lancer, les amis, parce que là, j'ai vraiment beaucoup bavardé. C'est pas bien. Je me tape sur les doigts. Surtout qu'on n'a pas grand-chose à lire ce soir, je dois avouer. C'est pour ça que je lis 2 nouvelles, parce qu'elles sont assez courtes. Donc je pense que je vais pouvoir lire Air Froid d'une traite, faire une pause et lire L'Indicible d'une traite également. Pour le moment, ce recueil de nouvelles, Le Cauchemar d'Innsmouth, m'a complètement subjugué. Vraiment, chaque nouvelle, je les ai bien kiffées, et notamment La Maison de la Sorcière, elle m'a bien marqué. La Maison de la Sorcière, ou même Le Cauchemar d'Innsmouth, en fait. Celui qui hantait les ténèbres, peut-être un peu moins, je dois avouer, mais les 2 premières m'ont vraiment beaucoup marqué, et entrent clairement dans mon panthéon de ce que je préfère chez Lovecraft. Et pourtant, j'en ai lu quand même pas mal du Lovecraft. Donc, ouais, vraiment très bonne surprise et je suis très heureux de lire ça avec vous. J'espère que ça va continuer sur les 2 nouvelles du soir. On est parti. Oui, c'est moi, je t'ai découvert il y a seulement 2 jours sur YouTube et j'ai direct accroché, alors merci à toi. Ah, bah ça me fait super plaisir, Hélène, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le follow. Et puis pour le soutien que tu m'envoies.
Alors écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Bonne écoute Mika Clark, bonne écoute Hélène, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute le bosquet de Kain, Kayamoon peut-être, bonne écoute également à Cora si tu m'écoutes du coup en rediffusion. Bref, bonne écoute à tous ceux qui sont là sur Twitch, même dans l'ombre, et bonne écoute à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous fais la lecture d'Air froid et je vous reviens pour une pause. À tout à l'heure. Air froid d'Howard Phillips Lovecraft. Vous me demandez de vous expliquer pourquoi je crains l'air froid, pourquoi je tremble plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide et parais malade pris de nausées lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sous la chaleur d'un après-midi de fin d'automne. Il y en a qui disent que je réagis au froid comme d'autres à une mauvaise odeur. Je suis bien le dernier à le démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé, et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. C'est une erreur que d'imaginer l'abominable associé toujours indissolublement à l'obscurité, au silence et à la solitude. Moi, je l'ai rencontré dans la clarté d'un milieu d'après-midi, au sein d'une métropole trépidante, alors que je me trouvais soumise à la promiscuité que garantit une pension meublée de la catégorie la plus ordinaire, entouré de ma triste propriétaire et de 2 hommes robustes. Au printemps de 1923, j'avais réussi à tirer quelques commandes à des périodiques, travaux aussi peu lucratifs que fastidieux, et me trouvais dans la ville de New York. Incapable évidemment de payer un loyer élevé, je m'étais mis à dériver de meublé en meublé, tous aussi détestables les uns que les autres, à la recherche de la chambre qui combinerait propreté acceptable, mobilier relativement décent et prix plus raisonnable. Je m'aperçus vite que je tombais irrémédiablement de Carib en Scylla, mais finis néanmoins par trouver une maison située dans la 14e rue Ouest, qui me déplut un peu moins que les précédentes. C'était un immeuble de grès, à 4 étages, construit sans doute quelque temps avant 1850, meublé de cheminées de marbre et de boiseries, dont la splendeur fatiguée attestait une ancienne opulence suivie d'un déclin rapidement précipité. Dans les chambres, grandes, hautes de plafond, décorées d'un papier impossible et de corniches de plâtre d'une complexité grotesque, dominait une odeur de moisi et des relents de cuisine lointaine. Mais les planchers étaient frottés, les draps supportables, et l'eau chaude n'était que rarement froide ou coupée, si bien que j'en vins à considérer cet endroit comme une tanière assez propice à l'hibernation, en attendant de me retrouver capable de vivre. La propriétaire, dame traînant savate, une espagnole presque barbue répondant au nom de Herrero, avait le bon goût de m'épargner ses bavardages ou ses considérations personnelles sur l'heure à laquelle j'éteignais l'électricité dans ma chambre, laquelle donnait sur le palier du 3e étage. Et mes colocataires étaient des gens aussi tranquilles et aussi discrets qu'on pouvait les rêver, des Espagnols pour la plupart, dont le niveau de vie était à peine supérieur au minimum vital. En définitive, seul le vacarme des voitures dans l'artère sur laquelle donnaient mes fenêtres se révéla un souci majeur. J'habitais dans cet endroit depuis 3 semaines à peu près, quand eut lieu le premier incident bizarre. Un soir, il était à peu près 8 heures, j'entendis comme une sorte de clapotis contre mon plafond. Dans ma chambre régnait brusquement l'odeur âcre de l'ammoniaque. Regardant autour de moi, je m'aperçus qu'un coin du mur était taché, un liquide en dégouttait sur le plancher. L'inondation provenait de l'endroit du plafond le plus proche de la rue. Soucieux de prendre le mal à sa racine, je me précipitai en bas pour avertir la propriétaire des ennuis qui m'arrivaient. Elle m'assura que les choses seraient vite remises en ordre. « C'est le docteur Munoz, expliqua-t-elle en escaladant l'escalier devant moi. « Il a renversé ses drogues. Il est trop malade pour pouvoir se soigner. Il est de plus en plus malade, et il ne veut pas qu'on l'aide. Il est très bizarre dans sa maladie. Toute la journée, il prend des bains avec des odeurs bizarres. Il ne faut pas qu'il s'agite ou qu'il ait chaud. Il fait tout son ménage tout seul. Sa petite chambre est pleine de bouteilles et de machines, et il n'exerce pas la médecine. Mais il était célèbre autrefois. Mon père avait entendu parler de lui à Barcelone. Encore récemment, il a arrangé le bras du plombier. Il ne sort jamais que sur le toit, et c'est mon fils Esteban qui lui apporte sa nourriture, son linge, ses médicaments et toutes ses drogues. Seigneur, tout cet ammoniaque qu'il prend pour avoir froid. » Mrs. Herrero disparut en direction du 4e étage. Quant à moi, je me retirai dans ma chambre. Quelques instants plus tard, l'ammoniaque cessa de couler, et tandis que j'épongeais mon plancher et ouvrais la fenêtre pour évacuer l'odeur, j'entendis de nouveau, au-dessus de moi,
les pas lourds de ma propriétaire. Aucun bruit ne venait jamais de chez ce docteur Munoz, hormis des grondements qui faisaient penser à quelques mécanismes mus par un moteur à explosion. Il marchait toujours à pas feutrés. À un moment, je me demandais quelle pouvait être sa maladie, et si son refus systématique d'entrer en contact avec l'air extérieur ne procédait pas tout simplement d'une manie sans grand fondement. Il y a, me dis-je gravement, quelque chose de terriblement poignant dans le sort d'une personne éminente qui a sombré. Et j'aurais bien pu ne jamais faire la connaissance du docteur Munoz sans la crise cardiaque qui me serra la poitrine un début d'après-midi alors que j'étais en train d'écrire dans ma chambre. Les médecins m'avaient averti du danger de ces attaques, et je savais qu'il n'y avait pas un moment à perdre. Me souvenant de ce que m'avait dit ma propriétaire des soins apportés par l'invalide au plombier, je me traînai jusqu'à un étage supérieur et frappai faiblement à la porte qui correspondait à la mienne. Une voix curieuse, qui semblait venir de la droite, me répondit en bon anglais, me demandant mon nom et la raison de ma visite. Lorsque j'eus fourni les renseignements qu'on me demandait, la porte contiguë à celle où j'avais frappé s'ouvrit. Un souffle d'air froid me gifla le visage. Quoique cette journée fût l'une des plus chaudes de la fin juin, je frissonnai en passant le seuil du grand appartement. La décoration était somptueuse autant que de bon goût. Elle me surprit, dans ce temple de la malpropreté et du désordre. Un lit escamotable remplissait son rôle diurne de divan, et des meubles d'acajou, des rideaux opulents, de vieux tableaux et une bibliothèque à vous en faire pâlir d'envie, tout évoquait plutôt le cabinet d'études d'un homme de qualité que la chambre à coucher d'une pauvre maison meublée. Je compris que la pièce située au-dessus de mon logement, la petite chambre avec les bouteilles et les machines dont avait parlé Mrs. Herrero, était tout simplement le laboratoire du médecin, et que ses quartiers d'habitation se trouvaient dans la pièce voisine, cossue, avec ses confortables alcôves. Elle était flanquée d'une salle de bain dont les placards recelaient et masquaient tous les ustensiles de la vie quotidienne. Le docteur Munoz, c'était évident, était un homme cultivé, de goût et de bonne naissance. Le petit homme qui se trouvait devant moi était admirablement proportionné. Ses vêtements, quoiqu'un peu guindés, étaient d'une coupe parfaite qui lui allait à merveille. Une tête très distinguée, une expression supérieure mais dépourvue de toute arrogance, un collier de barbe coupé court et gris fer, un pince-nez à l'ancienne mode encadré des yeux sombres et vivants, et surmontait un nez aquilin qui donnait une sorte d'apparence mauresque à une physionomie typiquement ibéro-celte. Des cheveux épais, bien coiffés, attestant les visites régulières d'un coiffeur, séparés par une raie impeccable au-dessus d'un front puissant. Cet ensemble dégageait l'impression d'une intelligence rare et d'une nature bien supérieure à la moyenne. Néanmoins, dès la première vision que j'eus du docteur Munoz, au sein de cette atmosphère glacée, j'éprouvai une répugnance que rien dans l'aspect de mon hôte ne pouvait justifier. Seuls les reflets livides de son teint et la froideur de sa main pouvaient donner un fondement physique à ce sentiment, et pourtant même ces données pouvaient très bien s'expliquer, si l'on consentait à se souvenir que cet homme était un malade. C'était peut-être aussi ce froid bizarre qui atténuait ma bonne impression. La température, en effet, était bien au-dessous de la normale pour une journée si chaude, et tout ce qui est anormal suscite l'aversion, la méfiance et la crainte. Mais j'eus tôt fait d'oublier mes réticences pour admirer l'extrême habileté de cet étrange médecin, habileté dont je ne tardais pas à me rendre compte, et pourtant ses mains tremblantes et glacées semblaient parfaitement mortes. Il comprit immédiatement ce dont j'avais besoin, et m'administra ses soins avec la suprême dextérité d'un grand maître. Pendant tout ce temps, me réconfortant d'une voix délicatement modulée quoique sans timbre, il me disait qu'il était l'ennemi le plus acharné qui fût de la mort, qu'il avait perdu sa fortune en même temps que ses amis à mener des expériences bizarres dont l'objet était d'anéantir la grande faucheuse. On sentait en lui le fanatique bien intentionné. Il monologua longtemps de la sorte, presque comme un vieillard radoteur, tout en m'auscultant et me donnant plusieurs médicaments qu'il allait chercher dans son petit laboratoire. De toute évidence, le voisinage d'une personne de son milieu lui paraissait un heureux dérivatif dans cet environnement douteux, et c'est cela sans doute qui faisait naître en lui le besoin d'évoquer le souvenir de ses années plus fortunées. Sa voix, si elle était étrange, en tout cas était apaisante. Sa respiration me restait inaudible, tandis qu'il m'adressait des phrases bien tournées, d'une exquise urbanité. Il essayait de détourner mon esprit de mes soucis personnels en me parlant de ses théories et de ses expériences, et je me rappelle qu'il me consola avec tact de ma faiblesse cardiaque en me répétant que la volonté et la conscience sont plus puissantes que la vie organique elle-même, si bien qu'à une enveloppe physique précaire, mal développée,
Un traitement scientifique de ses qualités propres peut fournir une animation fondée sur le système nerveux malgré toutes les défectuosités fonctionnelles, ou même les lacunes que présente l'arsenal normal des organes. Il se faisait fort, me dit-il presque en plaisantant, de m'apprendre un jour à vivre ou tout au moins à posséder une sorte d'existence consciente, sans cœur. Pour lui, il souffrait d'un ensemble de maladies qui exigeaient un régime très complexe, dont un froid permanent était l'un des éléments. Toute élévation notable de la température, si elle se prolongeait, pouvait lui être fatale. Il parvenait à maintenir dans son appartement une température égale, de 12 degrés centigrades, grâce à un système de refroidissement par absorption à ammoniac, et c'était le moteur à explosion de ces pompes que j'avais souvent entendu dans ma chambre à l'étage inférieur. Ma crise une fois calmée, avec une rapidité merveilleuse, je quittai cette pièce, glacé et frissonnant, disciple convaincu en même temps qu'admirateur sincère de ce reclus aux dons si étonnants. Telle fut la première des fréquentes visites que j'allais lui faire, mais équipé désormais de chandails et d'un pardessus. Je l'écoutais me parler de ses recherches secrètes, des résultats presque surnaturels qu'il avait obtenus, et je tremblais quelque peu en examinant les volumes antiques et mystérieux qui composaient sa bibliothèque. Je peux ajouter en passant que mon hôte me guérit presque complètement de ma maladie, et pour toujours, grâce à sa science intelligente. J'ai le sentiment, encore aujourd'hui, qu'il ne méprisait pas entièrement les incantations médiévales, étant donné que pour lui ces formules secrètes mettaient en éveil des stimuli psychologiques rares, capables presque certainement d'exercer des effets assez imprévus sur la substance d'un système nerveux, ayant perdu la faculté d'envoyer les pulsations vitales dans les organes. Je fus très frappé de ce qu'il me dit du vieux docteur Torres, de Valence, avec qui il avait partagé ses premières expériences et qui avait réussi à le tirer 18 ans plus tôt d'une maladie extrêmement grave, qui était responsable de ses infirmités actuelles. Ce vénérable praticien, du reste, n'avait pas plutôt sauvé son collègue que lui-même succombait au redoutable ennemi qu'il venait de combattre, avec un tel succès chez son prochain. Peut-être la tension avait-elle été trop forte, car le docteur Munoz me fit clairement comprendre, quoique à voix basse et sans me donner de détails, que la thérapeutique utilisée sortait nettement de l'ordinaire et comportait des procédés que n'auraient certainement pas accueillis avec le sourire les galiénistes respectables du monde traditionnel. Mais en même temps que les semaines passaient, je remarquai avec peine que mon nouvel ami régressait physiquement, lentement mais irrémédiablement, comme l'avait bien vu du reste Mrs. Herrero. Les nuances livides de son teint s'accentuaient. Sa voix devenait toujours plus caverneuse et indistincte. Ses mouvements musculaires étaient moins bien coordonnés, et son esprit et sa volonté témoignaient d'une résistance et d'un esprit d'initiative qui allait sans cesse décroissant. Du reste, aucun des détails de ce lent et si triste processus de vieillissement ne semblait lui échapper à lui non plus, et peu à peu son expression, sa conversation même, se chargèrent d'une amère ironie qui fit revivre en moi un sentiment rappelant la subite répulsion que j'avais éprouvée à son égard la première fois que je l'avais vu. Il lui venait soudain de bizarres caprices. Il se découvrait un amour insolite pour les épices exotiques et l'encens égyptien, à tel point qu'au bout de peu de temps, sa chambre évoquait le sépulcre souterrain de quelque pharaon dans la vallée des rois. Cependant, il lui fallait toujours plus d'air froid. Avec mon aide, il étendit le réseau de tubes à refroidissement dans sa chambre et modifia ses pompes de façon à augmenter le débit de ses appareils et à maintenir la température intérieure à 0 degré et finalement à -3. Il faisait évidemment moins froid dans le laboratoire et dans la salle de bain pour éviter que l'eau ne gelât et que les réactions chimiques ne fussent interrompues. Le locataire de la chambre voisine s'étant plaint de l'air glacé qui lui venait de la porte de communication, j'aidai mon ami à fixer contre le battant de cette porte une lourde tenture isolante. Une sorte d'horreur toujours plus grande, une expression morbide et lointaine, semblait s'être emparée de lui. Il parlait tout le temps de la mort, mais il avait un grand rire caverneux lorsqu'on évoquait devant lui, le plus délicatement possible, des choses telles que l'enterrement ou les dernières dispositions. En fin de compte, il devenait un compagnon plus que déconcertant, macabre. Pourtant, reconnaissant comme je l'étais à celui qui m'avait guéri, je ne pouvais me résoudre à l'abandonner aux étrangers entre les mains desquels il serait tombé si j'avais manqué. Je veillai soigneusement à tous ses besoins, mettant sa chambre en ordre, emmitouflé dans une cape épaisse que j'avais achetée spécialement à cette intention. Comme je faisais la plus grande partie de ces achats, je ne pouvais m'empêcher d'avoir des sursauts d'étonnement en lisant les listes de produits chimiques qu'il me demandait d'aller chercher au laboratoire des pharmaciens.
Il semblait régner dans son appartement une atmosphère de panique toujours plus forte et parfaitement inexplicable. La maison tout entière, comme je l'ai dit, dégageait une odeur de moisi, mais celle qui imprégnait sa chambre était pire, et cela malgré toutes les épices, l'encens et les âcres vapeurs chimiques de ses bains qu'il prenait maintenant presque constamment et qu'il exigeait de prendre sans témoin. Je me rendais compte que cette odeur devait avoir un rapport avec sa maladie, et je frissonnais seul avec moi-même en me demandant ce qu'elle pouvait être. Mrs. Herrero faisait le signe de croix chaque fois qu'elle le rencontrait. Elle me l'abandonna sans scrupule, interdisant même à son fils Esteban de continuer à faire des courses pour lui. Quand je lui proposai de consulter d'autres médecins, le malade eut une crise de rage à la limite de ses forces. De toute évidence, il devait éviter les efforts physiques et les émotions violentes, et pourtant, sa volonté et sa force vitale, se sclérosant plutôt qu'elle ne s'évanouissait, il refusait systématiquement de rester dans son lit. Puis la lassitude de cette première période fit place à un retour de son ancien esprit d'entreprise, et il parut tout prêt à braver plus audacieusement que jamais toute l'hégémonie de la mort, peut-être parce qu'il sentait se poser chaque jour un peu plus sur son corps les griffes de cet éternel ennemi. Il avait pratiquement abandonné toute habitude de manger, habitude qui du reste, chez lui, n'avait jamais été plus qu'un rite sommaire. Seule sa puissance mentale semblait l'empêcher de sombrer dans l'écroulement total. Puis, il se mit à réaliser des heures durant de longs documents qu'il scellait soigneusement, et me recommandait ensuite avec 1000 détails de transmettre après sa mort à un certain nombre de personnes dont il me donna les noms. Pour la plupart, c'étaient des lettrés des Indes occidentales, mais il y avait aussi dans sa liste un médecin français, célèbre autrefois, et que je croyais mort depuis longtemps, mais au sujet duquel avaient couru les bruits les plus fantastiques. En fait, je brûlai tous ces papiers sans les envoyer ni les ouvrir. L'aspect et la voix de mon ami devenant véritablement effrayants, sa présence insupportable. Un jour de septembre, un homme qui était venu réparer la lampe de son bureau l'aperçut à l'improviste et tomba en crise d'épilepsie. Crise que mon ami, du reste, soigna d'une manière extraordinaire, me donnant ses instructions tandis que lui-même restait invisible. Ce malade, chose bizarre, avait connu toutes les terreurs de la Grande Guerre sans jamais avoir été victime d'une telle attaque. Puis, vers le milieu d'octobre, l'horreur des horreurs tomba sur nous avec une brutalité stupéfiante. Une nuit, vers 11 heures, la pompe de l'appareil à compression tomba en panne, et 3 heures plus tard, le système de refroidissement avait cessé de fonctionner. Le docteur Munoz m'appela à grands coups de talon dans mon plafond. Je m'acharnai fébrilement à réparer l'appareil, tandis que mon hôte jurait d'une voix dont la sonorité morte et caquetante défiait toute description. Mes efforts d'amateur n'aboutirent à rien. J'allai chercher le mécanicien d'un garage voisin, ouvert la nuit, mais il me dit qu'on ne pourrait rien faire avant le matin, car il fallait remplacer un piston de la pompe. La rage et la terreur de l'ermite moribond prirent alors des proportions grotesques, mais qui me firent craindre de le voir perdre toutes les ressources physiques qui pouvaient lui rester. Un moment, dans une sorte de crise, il enfouit ses yeux derrière ses mains et se précipita dans la salle de bain. Il en ressortit tâtonnant, la tête bandée. J'avais vu ses yeux pour la dernière fois. Il faisait maintenant nettement moins froid dans l'appartement. Vers 5 heures, le docteur se retira dans la salle de bain, non sans m'avoir auparavant ordonné de veiller à ce qu'on lui fournît, sans la moindre interruption, toute la glace que l'on pourrait se procurer dans des drugstores ou les cafés ouverts. Au retour de quelques voyages inutiles, ou quand je déposais devant la porte de la salle de bain le résultat de ma quête, je pouvais entendre chaque fois comme un bruit de barbotement, et une voix, toujours plus épaisse, hurlait toujours le même ordre. « Encore plus! Encore plus !» Finalement, le jour qui promettait d'être chaud se leva. Les boutiques s'ouvrirent l'une après l'autre. En désespoir de cause, je demandai à Esteban soit d'aller chercher de la glace pendant que j'essaierais de trouver un piston, soit d'aller lui-même chercher le piston. Mais obéissant aux instructions de sa mère, il refusa systématiquement de rien faire. En fin de compte, j'engageai un clochard douteux que je rencontrai au coin de la 8e avenue pour veiller à ce que mon patient eût toute la glace qui lui était nécessaire. Il irait la chercher dans une petite boutique où je le présentai. Cela fait, je m'attaquai à la recherche du piston, en même temps qu'à celle d'hommes de l'art qui fussent capables de le monter. Tâche interminable. À l'image de mon ermite, j'étais presque malade de rage en voyant les heures s'écouler dans cette course affolée, dans ces séries de coups de téléphone inutiles. Je ne pris même pas le temps de manger. Ce fut une course éperdue, de boutique en boutique, ici et là, toujours plus loin, en métro, en taxi. Vers midi, néanmoins, je finis par trouver un magasin, au diable, qui possédait les pièces dont j'avais besoin. Et vers 1h30, cet après-midi-là,
Je rentrai enfin dans la maison meublée avec tout l'équipement nécessaire, suivi de 2 mécaniciens robustes et intelligents. J'avais fait tout ce que j'avais pu, et j'espérais qu'il n'était pas trop tard. Mais une terreur noire et sourde avait pénétré avant moi dans l'immeuble. La maison était en proie à un tumulte innommable, et au-dessus du vacarme des voix terrorisées, j'entendis un homme qui priait à haute voix, et d'une voix de basse. Il y avait des choses redoutables dans l'air, on le sentait, et les locataires murmuraient de bouche à oreille, égrenant leurs chapelets que les poussait à réciter l'odeur provenant de la porte du docteur, toujours systématiquement fermée à clé. Le clochard que j'avais requis s'était enfui en criant, les yeux fous, aussitôt après avoir rapporté sa 2e provision de glace. Peut-être était-ce le résultat d'une curiosité excessive. Il ne pouvait naturellement pas avoir fermé derrière lui la porte à clé. Maintenant pourtant, elle était condamnée de l'intérieur. Aucun son ne nous venait plus de l'appartement, à l'exception d'une sorte de bruit de gouttes épaisses et lourdes qui tombaient pesamment et sur la nature desquelles on n'osait pas s'interroger. Après quelques secondes de discussion avec Mrs. Herrero et les mécaniciens, malgré la crainte qui me rongeait jusqu'à la moelle des os, je pris la décision d'enfoncer la porte. Mais la propriétaire heureusement trouva le moyen de faire tomber la clé de l'extérieur à l'aide d'un fil de fer. Auparavant, nous avions ouvert toutes les portes de toutes les chambres de l'étage et toutes les fenêtres de la maison. Nous protégeant le nez avec des mouchoirs, tremblants, nous pénétrâmes enfin dans cette pièce maudite, orientée au sud, où brillait le chaud soleil du début de l'après-midi. Une sorte de traînée sombre et graisseuse passait sous la porte de la salle de bain entr'ouverte, allait jusqu'au vestibule et, de là, au bureau où s'était formée une mare à faire frémir. Quelque chose était griffonné au crayon, d'une écriture tremblante, sur un morceau de papier atrocement marbré, comme par les griffes elles-mêmes, qui avaient tracé ces derniers mots dans l'urgence du désespoir. Et, de là, la piste menait au lit, où elle mourait d'une façon que je ne saurais dire. Ce qui se trouvait, ou ce qui s'était trouvé sur ce lit, je ne peux même pas entreprendre de le décrire. Songer à cette idée me tue. Mais je le compris en m'emparant de ce papier gras, en le lisant avant d'y mettre le feu. Je le devinais au sein de mon intime frayeur, tandis que la propriétaire et les 2 mécaniciens, pris de panique, s'enfuyaient de cet endroit maudit pour aller balbutier d'incohérents récits au commissariat de police. Et les mots nauséeux de ce message me parurent presque impossibles à accepter par ce chaud soleil et dans cette lumière dorée, tandis que l'on entendait le bruit des voitures et des camions et la clameur qui montait de la 14e rue. Et pourtant, je dois avouer que ce que je lus à ce moment-là, je le crus. Est-ce que je le crois encore maintenant? Franchement, je ne saurais le dire. Il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas réfléchir. Tout ce que je peux affirmer, c'est que je hais l'odeur de l'ammoniac, et que je m'évanouise au moindre courant d'air froid. La faim, disait ce griffonnage atroce. La faim est là. Il n'y a plus de glace. L'homme a jeté un coup d'œil à l'intérieur et il s'est sauvé. Il fait plus chaud à chaque minute. Les tissus ne peuvent pas tenir. J'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire à propos de la volonté et de la conservation du corps après que les organes ont cessé de fonctionner. C'était parfait en théorie, mais ne pouvait durer indéfiniment. Il y a eu une détérioration progressive que je n'avais pas prévue. Le docteur Torres l'avait compris, mais le choc l'a tué. Il ne pouvait supporter ce qu'il avait à faire. Il était contraint de m'enfermer dans un endroit aussi sombre qu'étrange, où il put s'occuper de ma matière et me faire revenir à la vie. Mais les organes refusèrent de se remettre à travailler. Il fallait le réaliser à ma façon, par la voie que je préconisais, la préservation artificielle. Car comprenez-vous, je suis mort il y a aujourd'hui 18 ans. Et c'est la fin de la nouvelle Air froid. Ça sera donc également la fin de la première partie de lecture de ce soir, les amis. Nous passons à la pause. Super. Bon, apparemment, Mika Clark, ça a l'air de t'avoir plu pendant la lecture, ça fait plaisir. Super, super. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Alors, là, on est sur des nouvelles plus courtes. Ah, c'est pour ça que j'en fais 2 ce soir. Air froid et l'Indicible ne font que 13 et 15 pages respectivement l'une et l'autre. Donc là, j'aurais tendance qu'on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus
classique. Quoi, vraiment ça finit sur ça. Ouais, voilà, je suis un peu comme Mika, entre guillemets. Bref et incisif, énorme. Bon, apparemment vous avez bien aimé. J'ai bien aimé aussi, mais c'est vrai que c'est un peu plus classique, je trouve. C'est stylé, voilà, bah pareil, le bosquet de Kain. Le bosquet de Kain qui nous dit j'avais pressenti la chute. Bah voilà, pareil, c'est ça le truc, c'est que depuis 5 pages, je me doute qu'il est mort. Donc c'est ça qui est un petit peu... c'est ça qui est un petit peu dommage, on va dire, entre guillemets. C'est là où je trouve que c'est un peu plus classique, même si c'est bien écrit et que la phrase, même si tu t'en doutes, la phrase fait quand même son effet pour, voilà, pour conclure la nouvelle. Ça a un petit impact quand même. Mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose d'un peu plus classique, j'aurais tendance à dire. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai souvent entendu les gens mettre en parallèle Edgar Allan Poe et Lovecraft. Là, pour le coup, je trouve que tout à fait, on est tout à fait sur quelque chose qu'aurait pu écrire Edgar Allan Poe, en effet. C'est-à-dire que on est dans le domaine de l'horreur, en même temps mêlé à la science. Bon, c'est aussi quelque chose que fait Lovecraft, mais je sais pas, je trouve que le ton de la nouvelle est un petit peu dans la veine d'Edgar Allan Poe. Après, voilà. Je pense que la brièveté de la nouvelle, c'est une petite nouvelle sympa, sans prétention, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la brièveté de la nouvelle fait que l'histoire est sympa, mais sans plus. Et aussi, si je ne m'abuse, sur ce recueil de nouvelles, je crois que c'est la première nouvelle qui n'a aucun lien au mythe de Cthulhu. Et je m'attendais à avoir que des nouvelles en lien au mythe de Cthulhu, du coup. Donc c'est vrai que je vais pas dire que je suis déçu, c'est juste que je me dis, ah ok, bon d'accord. Celle-là, c'est une petite parenthèse. C'est une petite parenthèse différente. Donc bon, c'était agréable. C'était encore sur une tonalité différente de ce qu'on a pu déjà voir chez Lovecraft. J'aime bien aussi le fait que, encore une fois, on ait des changements de narrateur. Décidément, depuis la première nouvelle de ce recueil, j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle, on change la manière de narrer. À chaque fois, ça va être un narrateur interne, un narrateur externe, etc. etc. Il y a beaucoup aussi ce système chez Lovecraft d'incorporer des entrées de journal de bord ou des lettres, des correspondances et ainsi de suite. Donc ça, c'est un truc que je trouve qui fonctionne toujours très très bien. On a toujours... Encore une fois, je trouve que ça, c'est vraiment des systèmes Lovecraft, entre guillemets. C'est vraiment des choses qu'on retrouve toujours dans sa manière d'écrire, dans sa structure de texte. Commencer par un premier paragraphe qui te dit que le narrateur est au courant de tout ce qui va se passer, que c'est horrible, et qui va reprendre depuis le début pour t'expliquer en quoi c'est horrible. Et ça, je trouve que c'est tellement bien vu comme manière de faire monter la sauce, comme manière de faire monter la tension, de graduer la tension. J'ai toujours trouvé ça hyper intelligent dans la formule Lovecraft, entre guillemets. Et là, je trouve que ça passait particulièrement bien, parce que je pense d'ailleurs que l'introduction, c'est ce que j'ai préféré dans cette nouvelle. Je la trouvais hyper bien écrite. Ce truc de, ouais, vous vous demandez pourquoi je crains l'air froid, pourquoi je tremble plus que les autres dès que j'entre dans une pièce froide, et parais malade, pris de nausée lorsque la fraîcheur du soir s'insinue sous la chaleur d'un après-midi de fin d'automne. Il y en a qui disent que je réagis au froid comme d'autres à une mauvaise odeur, je suis bien le dernier à les démentir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rendre compte de l'incident le plus abominable qui me soit jamais arrivé, et vous laisser le soin de juger, de dire s'il existe une explication satisfaisante à ces réactions qui vous étonnent. C'est une erreur que d'imaginer l'abominable associé toujours indissolublement à l'obscurité, au silence et à la solitude. Moi je l'ai rencontré dans la clarté d'un milieu d'après-midi, etc., etc. Bref, je trouve que c'est une manière d'amorcer l'histoire qui fonctionne tellement bien. Parce que dès le début, t'es en mode, bah je veux savoir ce qui se passe en fait. Parce que dès le début, tu sais qu'il se passe quelque chose. Dès le début, tu sais qu'il y a un truc pas normal. Voilà, le fait que il est traumatisé par le froid quelque part. Donc dès le début, tu sais que le narrateur a vécu quelque chose d'anormal. Et ça te rend vachement curieux. Et la manière dont est écrit ce premier paragraphe, je sais pas, je trouve qu'il est particulièrement bien... stylistiquement, je trouve qu'il est particulièrement bien écrit. Parce que constamment, il va mettre en contradiction le lecteur et le narrateur. Et constamment faire une interrogation comme ça directe au lecteur, à dire vous vous demandez, enfin ouais, il y a un jeu comme ça de lecteur à narrateur qui est très très bien pensé pour te trigger le cerveau et pour te dire putain je veux savoir c'est quoi la suite. Donc je trouve ça hyper bien pensé en fait.
Puis en plus, voilà, de prendre le contre-pied, encore une fois, c'est ça qui est fort. De prendre à chaque fois le contre-pied, de dire ouais, pourquoi j'aurais peur du froid, et alors que là j'ai super peur du froid. Ou bien de dire, à chaque fois, on pourrait se dire que l'horreur est forcément liée à la solitude, à la... Alors c'était quoi les mots qu'il a employés? À la solitude, à l'obscurité et au silence, et que lui justement dit bah moi ça s'est pas passé comme ça, moi c'était avec des gens, en plein après-midi il faisait chaud et ainsi de suite, enfin je trouve ça très très bien, très finement joué en fait. Ça joue tellement... En fait c'est con hein, mais comment dire, quand t'écris un texte, il y a tout un tas de ressorts, alors c'est pas que en littérature, hein, c'est dans tout un tas de domaines, mais quand t'écris une histoire en tout cas, je vais dire, quand tu veux captiver ton auditorat, ton lectorat, etc., etc., il y a tout un tas de ressorts hyper utiles, et souvent c'est des ressorts qui marchent sur la satisfaction-frustration, ou ce genre de comportement, entre guillemets. Et là je trouve ça tellement bien écrit, encore une fois, dans la manière de trigger le cerveau, dans la manière de jouer sur ce que les gens ont naturellement envie de savoir, sur la curiosité naturelle des gens, et du coup bah, leur présenter des choses qui semblent incohérentes, qui semblent ne pas aller de soi, directement ça vient titiller l'esprit et bah, clairement t'as envie de savoir. Donc c'est tout con mais c'est vraiment bien écrit et intelligemment fait. Alors j'ai un peu perdu le fil du chat, j'essaie de revenir. Je trouve ça tellement bien écrit, il n'y a pas un mot de trop. Ah, moi je dois avouer que stylistiquement, je continue à trouver quand même que Lovecraft est un chouïa lourdeau. Je continue à trouver que il y a un chouïa des phrases trop longues et trop alambiquées une fois de temps en temps. Même si de manière globale, sur le cauchemar d'Innsmouth, je trouve que c'est plus smooth. Je rate mon jeu de mots, c'est terrible. Sur le cauchemar d'Innsmouth, je trouve que c'est plus smooth. Je trouve que c'est un peu plus élégant que les autres textes que j'ai déjà pu lire. Alors est-ce que c'est grâce à la traduction ou pas, je sais pas. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à trouver que l'écriture Lovecraftienne est un chouïa trop lourde, trop alambiquée, très souvent parce qu'il veut mettre beaucoup de superlatifs scientifiques et que ça alourdit un peu les phrases. Et parfois on est à ça de plus comprendre la phrase parce qu'il y a trop de propositions à la suite. Mais sinon, je trouve que ouais, je trouve que dans ce recueil, ça va un peu mieux que d'habitude. Et malgré ce petit défaut que je lui trouve, en effet, il est ultra doué. Et il a des phrases qui parfois ont, comment dire, touchent parfaitement là où elles doivent toucher, quoi. Donc c'est très très fort. Cela fait presque exercice de style comme si on lui avait donné un thème et un nombre de pages. J'avoue qu'il y a un peu ce truc-là. Bah, si vous, enfin, de toute façon, la nouvelle, très souvent, il y a ce genre de délire-là. Si vous connaissez, il y a des recueils de nouvelles qui s'appellent Nouvelles à chute. J'avais lu ça quand j'étais en études il y a longtemps. Et j'avais trouvé ça vraiment cool. Et c'est assez marrant de voir Enfin voilà, si vous cherchez vraiment un genre qui s'approche de ça, je vous conseille des nouvelles à chute. Cherchez juste des nouvelles à chute et vous allez kiffer parce que très souvent, n'importe quelle œuvre, j'ai envie de dire n'importe quel roman ou n'importe quelle nouvelle, mais même n'importe quelle œuvre au sens large du terme, très souvent il y a une chute, mais quand tu cherches nouvelle à chute, en général c'est vraiment des nouvelles qui ne prennent tout leur sens que sur la chute et dont le but est d'étonner, dont le but est d'être totalement renversé, chamboulé sur la dernière phrase. Et c'est hyper intéressant comme exercice de style, je trouve. C'est curieux comme il nous donne de fausses pistes, la description de la pièce, l'origine des voisins et comment ils vivent. Ouais, non, mais franchement, ouais, j'ai bien aimé, c'est assez stylé. C'est assez stylé. Et bah, on pourrait, je sais pas comment on pourrait parler de ça, c'est ça le problème, mais. Parce que là, je vois Mika Clark qui dit satisfaction, frustration, encore une fois, ça me donne des idées. Mais vraiment, je sais pas comment on pourrait en parler. Parce que par exemple, j'ai été longtemps maître du jeu de jeu de rôle, et je compte le redevenir bientôt. Mais par exemple, je trouve qu'il y a plein de discussions hyper intéressantes à avoir sur ce que c'est que le jeu de rôle, ce que c'est qu'être un maître du jeu, ce que c'est qu'être un joueur, et ainsi de suite. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, je trouve que ça entre presque dans le domaine de la... dans le domaine social sûr, mais dans le domaine... ouais, c'est très humain, c'est presque psychologique, enfin voilà.
je trouve que vraiment, il y a des leviers qu'on peut emprunter, qu'on peut activer pour arriver à l'effet escompté dans l'écriture d'une œuvre, dans, je sais pas moi, dans la composition d'une musique et ainsi de suite. Et je trouve ça hyper intéressant, tous ces mécanismes qui instaurent des choses comme ça, presque comme si elles étaient évidentes. Alors qu'en fait, bah non, c'est quelqu'un qui, comme un marionnettiste dans l'ombre, vous a instillé des idées dans la tête par sa manière d'écrire, par sa manière d'organiser les mots, les paragraphes, la structure de son texte, les évocations et ainsi de suite. Les nouvelles à chutes, cela me fait penser à un recueil de Tesson où les chutes sont inattendues. Ah bah j'ai jamais lu du Tesson, mais c'est vrai que je me suis déjà dit que ce serait intéressant que je le lise d'un coup. Allez les amis, comme je le disais, les nouvelles étant courtes ce soir, je vais reprendre assez rapidement. Puis l'air de rien, j'ai déjà pas mal discuté, j'ai l'impression. Du coup, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Je sais pas encore qui est resté, qui est pas resté, donc dans le doute, je vais citer aucun nom. pour pas en oublier. Donc je vous souhaite juste à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous reprends d'ici encore une fois une vingtaine de minutes, je pense, pour la lecture, pour l'outro en fait, tout simplement. À tout à l'heure les amis. L'indicible de Howard Phillips Lovecraft. Nous étions assis sur une pierre tombale abandonnée, vieille de 3 siècles, par une fin d'après-midi d'automne dans le vieux cimetière d'Arkham, et l'indicible occupait nos pensées. Les yeux fixés sur le saule géant de ce territoire réservé aux morts, dont les puissantes racines puis le tronc avaient presque englouti une dalle indéchiffrable, je m'étais permis une remarque bien personnelle sur les sucs fétides, autant que subtils, que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller de la terre séculaire de cet ossuaire. Mon ami s'était moqué de ce qu'il avait appelé des enfantillages, et m'avait répondu que, puisque aucun ensevelissement n'avait eu lieu en cet endroit depuis plus d'un siècle, la terre ne pouvait rien receler que de parfaitement normal. De plus, avait-il ajouté, ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles trahissait en moi un esprit fort puéril, non sans rapport avec ma réussite plus que relative dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi. J'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros, et leur enlevaient toujours le courage, les moyens, ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés. Nous ne connaissons les choses, avait-il dit, que par l'intermédiaire de nos 5 sens, ou de nos intuitions religieuses, et par conséquent, il est impossible de parler sérieusement d'un objet ou d'un spectacle que ne peuvent expliquer clairement les définitions solides qu'offrent les faits aussi bien que les doctrines admises des théologies, de préférence du reste de la théologie congrégationaliste, tout en acceptant les transformations, les adaptations imposées par la tradition ou par Sir Arthur Conan Doyle. J'avais souvent partagé de longues heures pâles avec cet ami, Joel Manton, en discussions interminables. Docteur de l'East High School, né à Boston, élevé dans cette ville, il en partageait l'indifférence caractéristique et satisfaite de toute la Nouvelle-Angleterre à l'égard des harmoniques les plus délicats du monde sensible. Selon lui, et c'était le point de vue qu'il défendait, seules nos expériences normales et objectives ont une signification esthétique, et le rôle de l'artiste est moins de susciter des émotions fortes à l'aide de l'action, de l'extase ou de la stupeur, que d'entretenir un intérêt calme et permanent, un jugement sain chez le lecteur à l'aide de transcriptions exactes et détaillées de la vie quotidienne. Il s'est levé tout particulièrement contre mon souci du mystique et de l'inexpliqué. Car quoique croyant bien plus que moi à un certain point de vue au surnaturel, il refusait de le tenir suffisamment ordinaire et fréquent pour avoir le droit d'intéresser le travail littéraire. Qu'un esprit pût trouver ses joies les plus hautes dans des échappées originales, aux antipodes de la routine de tous les jours, et dans des combinaisons aussi frappantes que neuves de ces images que l'habitude et la lassitude, à force de les faire repasser dans le sillon ébréché et usé de la normale, ont dépouillé de tout élément vivant, voilà qui était impensable pour cet esprit clair, pratique et éminemment logique. Pour lui, toute chose, tout sentiment avait des dimensions, des propriétés, des causes et des effets bien déterminés.
Et quoiqu'il eût vaguement conscience du fait que l'esprit parfois nourrit des visions et des sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable et utilisable, il se croyait justifié à tracer une frontière arbitraire et à tenir pour quantité négligeable tout ce qui ne peut être vécu et pleinement compris par l'homme de la rue. De plus, il était pratiquement certain que rien ne pouvait être vraiment indicible. Cela ne lui paraissait pas sérieux. Quoique parfaitement conscient de la futilité d'une discussion sur l'imaginaire ou la métaphysique en face du solide bon sens d'un citoyen normal de nos contrées, quelque chose dans ce décor et dans le moment fit naître en moi une humeur querelleuse plus marquée qu'à l'ordinaire. Ces dalles d'ardoise à moitié délitées, ces arbres patriarcaux, les toits en croupe de la vieille cité, autrefois familière aux sorcières, qui s'étendaient autour de moi, tout cela se combina pour me pousser à entreprendre la défense de mon travail. Même, je ne tardai guère à lancer mes troupes en territoire ennemi. En vérité, la contre-attaque n'était pas bien difficile, car je savais que Joel Manton, en fait, se souvenait plus qu'à moitié de 1000 superstitions de vieilles femmes que toutes les personnes sophistiquées ont oubliées depuis longtemps. Croyance, par exemple, que des agonisants peuvent apparaître subitement de l'autre côté du monde, ou que des têtes d'autrefois peuvent laisser leurs marques sur les vitres à travers lesquelles elles ont regardé pendant toute leur vie. Accorder foi à ces rumeurs dignes de la campagne, insistai-je, attester sa foi en l'existence de substances fantomatiques sur la Terre, différentes de leur contrepartie matérielle, bien que liées à elle. Ce qui supposait le droit de croire en des phénomènes inexplicables par les concepts courants, car si un homme mort peut transmettre son image tangible et visible de l'autre côté du monde, ou lui faire enjamber le cours des siècles, comment serait-il absurde d'imaginer que des demeures abandonnées peuvent être peuplées de choses bizarres mais sensibles, ou que les vieux cimetières bruissent de l'intelligence terrible et désincarnée des générations disparues. Et comme l'esprit, pour pouvoir provoquer toutes les manifestations qui lui sont attribuées, ne peut se plier aux lois qui régissent la matière, pourquoi serait-il grotesque d'imaginer des choses mortes douées d'une vie psychique et possédant des formes ou des absences de formes qui seraient pour les humains ordinaires foncièrement, terriblement innommables? Le bon sens, opposé à ces notions, déclarai-je à mon ami non sans quelque chaleur, n'est qu'une méprisable et pitoyable absence d'imagination et de souplesse mentale. Le crépuscule maintenant avait étendu sur nous son manteau d'ombre, mais ni Joël ni moi n'éprouvions le besoin ou l'envie d'arrêter là cette discussion. Manton paraissait toujours aussi insensible à ce que je lui disais, et plus que disposé à me réfuter, animé comme il l'était par cette confiance en sa propre opinion, responsable en grande partie de sa réussite dans sa carrière d'enseignant. Et moi, de mon côté, j'étais trop certain de ce que j'avançais pour craindre la défaite. L'obscurité s'approfondissant, les lumières commencèrent à scintiller derrière quelques-unes des fenêtres au loin, mais nous ne bougions pas. Nous étions, soit dit en passant, fort bien assis sur notre tombe, et je savais que mon ami, prosaïque comme il l'était, ne s'inquiéterait pas de la profonde fissure ménagée dans l'antique assemblage de briques, pétries par les racines qui se trouvaient juste derrière nous, non plus que de la dense obscurité que valait à l'endroit la proximité d'une bâtisse du XVIIe siècle, branlante et déserte, dressée entre nous et la rue éclairée la plus proche. Donc, dans la nuit, près de cette fosse à demi ouverte, et de cette maison sans occupant, nous parlâmes de l'indicible. Et lorsque mon ami eut fini, en riant, de réfuter mes arguments, je lui dévoilai les preuves incroyables sur lesquelles j'avais bâti la nouvelle qui avait à ce point excité son hilarité. Ce récit, je l'avais appelé la fenêtre d'en haut, et il avait paru dans le numéro de janvier 1922 de Whispers. En nombre d'endroits, et surtout dans le sud et près de la côte pacifique, on avait dû retirer des stands les exemplaires de cette publication à la suite de plaintes pusillanimes, mais malheureusement nombreuses. En Nouvelle-Angleterre, on ne s'était pas laissé impressionner. On s'était contenté de hausser les épaules devant ce qu'on avait appelé mes extravagances. Tout d'abord, avait-on dit, la chose était biologiquement impossible. Ce n'était qu'un de ces contes de vieilles femmes qu'on se chuchote dans les campagnes, et que Cotton Mather avait été assez crédule pour inclure dans ses Magnala Christi Americana, ouvrage grotesque d'ailleurs. Du reste, les preuves étayant ce récit étaient si faibles et si douteuses que même Mather n'avait pas osé désigner clairement la localité où était censée s'être passée cette histoire à donner le frisson. Quant à la suite que j'avais donnée à ce récit, elle était parfaitement invraisemblable. Elle trahissait tout simplement l'écrivaillon travaillé par une imagination surchauffée et hantée par la spéculation systématique. Mather avait seulement dit que cette chose était née, mais il fallait vraiment n'être qu'un méprisable amateur de sensationnel pour avoir songé à la faire grandir et regarder la nuit, par les fenêtres des gens,
et se cachait dans la mansarde d'une maison, en chair et en os, pour que finalement, des siècles plus tard, un être humain la distingue à une fenêtre, et soit par-dessus le marché, incapable de décrire ce qui a fait soudain blanchir ses cheveux. Tout cela n'était que de la bouillie pour les chats, et mon ami Manton ne m'avait guère caché son avis. Mais je lui racontai ce que j'avais découvert dans un vieux journal intime tenu entre 1703 et 1723, retrouvé par moi dans des papiers de famille, à moins d'1 mile de l'endroit où nous étions assis en ce moment. Je lui dévoilai la réalité indiscutable des cicatrices qui marquaient la poitrine et le dos de mon ancêtre, et que décrivait ce journal. Je lui parlais aussi des craintes qui s'étaient répandues à cette époque dans la région. Les générations se les étaient transmises, et je lui parlais de la folie nullement mystique qui avait emporté le jeune homme qui, en 1793, avait pénétré dans une maison abandonnée pour y examiner les traces qu'il y soupçonnait. Ça avait été une affaire assez horrible. Rien d'étonnant si l'âge puritain du Massachusetts fait encore frissonner les étudiants sensibles. On connaît tellement mal ce qui se cachait alors derrière ces apparences, et le peu qu'on en connaît, c'est une purulence hideuse, putride, révélée à la faveur des aperçus vampiriques qui en sont parfois offerts. La terreur, plus que devinée derrière l'empire des sorcières, jette un jour horrible sur ce qui peut germer dans le cerveau torturé de l'homme. Mais cela n'est encore qu'un détail insignifiant. Il n'y avait pas de beauté alors. Il n'y avait pas de liberté. Ce qui nous reste de l'architecture et des objets de la vie quotidienne en ce siècle en témoigne, ainsi que les sermons venimeux de ces prêtres hargneux. Nous savons que ce qui se cachait à l'intérieur de cette camisole d'acier rouillé, c'était hideur aphasique, perversion sans fin et diabolisme vrai. Là vraiment se situa l'apothéose historique de l'innommable. Cotton Mather, dans son anathème, au démoniaque tome 6e de ses œuvres que personne ne doit lire la nuit tombée, n'a pas mâché ses mots. Aussi inflexible qu'un prophète juif, plus ferme dans son laconisme que nul n'a pu l'être depuis son temps, il dénonce la bête qui avait donné naissance à ce qui était plus qu'une bête et moins qu'un homme, la chose à l'œil douteux, et l'être pitoyable, hurlant et ivre, qu'on avait pendu parce que lui aussi possédait cet œil incertain. Cela, il le dit sans détour, mais sans laisser toutefois deviner ce qui s'est passé par la suite. Peut-être qu'il n'en savait rien, mais peut-être aussi que le sachant il n'a rien osé dire. Il n'a rien osé en dire. Et d'autres l'ont su qui n'ont rien osé en dire. Rien ne donne la raison de ces murmures tenaces, de ce verrou fermant la porte de l'escalier menant à la mansarde de cette demeure d'un vieillard sans enfant, brisé et amer, celui qui avait dressé une dalle d'ardoise vierge près d'un tombeau. Et pourtant, ce que l'on devinait derrière ces faits et légendes assez vagues suffisait à refroidir le sang le plus profond. Tout se trouvait dans ce journal antique que j'ai découvert. Tous les sous-entendus furtifs, tous les comptes rendus secrets de choses à l'œil souillé aperçus derrière des fenêtres par les nuits sombres ou dans les champs déserts près des bois. Ce quelque chose qui s'empara de mon ancêtre, dans une sombre allée au creux d'un val, qui lui laissa des traces de cornes sur la poitrine et de griffes sur le dos. Et lorsqu'on examina les empreintes laissées par la chose dans la poussière remuée, on y découvrit les marques mélangées de sabots fourchus et de pattes vaguement anthropoïdes. Un jour, un messager du service postal relata qu'il avait vu un vieil homme qui pourchassait en criant une chose effrayante, boiteuse et sans nom, sur Meadow Hill, aux heures vagues qui précèdent l'aube, et nombreux furent ceux qui le crurent. Aucun doute. On raconta des choses bien bizarres par cette nuit solitaire de 1710, sur ce vieil homme sans enfant et brisé, lorsqu'on l'enterra dans la crypte, derrière sa propre maison, en face de la dalle d'ardoise sans inscription. On ne déverrouilla jamais la porte allant à la mansarde, et on abandonna toute la maison comme elle était, vide et redoutée. Et par la suite, chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison, on se parlait tout bas, on tremblait, avec l'espoir que le verrou de l'escalier tiendrait bon. Puis cet espoir lui-même mourut lorsque l'horreur se manifesta au presbytère. Il n'y eut alors aucune âme vivante qui n'emportât la marque, vivante ou morte. Petit à petit, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, la légende pourtant prit les allures d'un conte de fées. J'imagine que la chose, à supposer qu'elle eût été vivante, était morte. Le souvenir qui longtemps traîna derrière elle fut atroce, et d'autant plus atroce qu'il était plus secret. Pendant le cours de mon récit, mon ami s'était enfoncé dans un silence de plus en plus profond, et je vis que ce que je venais de lui raconter avait fait impression sur lui. Il ne rit pas lorsque je me tus, mais d'une voix assez sérieuse au contraire, me pria de lui donner d'autres détails sur le jeune homme qui était devenu fou en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle. Je lui expliquai pourquoi ce jeune homme était allé voir cette maison que l'on évitait. J'ajoutai qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il s'y fût intéressé, puisque aussi bien il croyait que les vitres gardent la mémoire des personnes qui ont longtemps regardé à travers. Ce jeune homme
était allé examiner les fenêtres de cette horrible mansarde parce qu'on lui avait dit que quelqu'un avait vu des choses derrière, et il en était revenu hurlant et fou. Manton, pendant que je parlais, resta silencieux comme réfléchissant, mais petit à petit son tour d'esprit analytique reprit le dessus. Il dit, pour le plaisir de discuter, qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues, mais il me rappela qu'il n'y a aucune raison pour que les plus morbides perversions de la nature soient innommables ou indescriptibles aux yeux de la science. Je le félicitai autant de sa clarté d'esprit que de son entêtement, mais lui fournis alors quelques révélations supplémentaires que j'avais glanées en allant voir de vieilles personnes. Ces légendes fantomatiques et plus tardives, lui dis-je clairement, faisaient allusion à des apparitions monstrueuses, plus effarantes que tout être organique. Des apparitions de formes bestiales et gigantesques, par moments visibles et en d'autres seulement tangibles, flottant dans l'air par les nuits sans lune, hantant la vieille maison, la crypte qui se trouvait derrière elle, et les alentours de ce tombeau abrité maintenant par un jeune arbre qui avait poussé à côté de la dalle illisible. Que l'être qui se trouvait à l'origine de ces apparitions eût jamais éventré ou étouffé une personne humaine, comme l'affirmaient des traditions invérifiables, il était difficile de le dire. Quoi qu'il en fût, il avait laissé derrière lui une impression puissante et permanente. Il faisait encore trembler les plus âgés des autochtones, mais les générations plus récentes l'avaient pratiquement oublié, peut-être du reste que le souvenir s'en effaçait à force de n'être plus évoqué. D'un autre côté cependant, dans la mesure où l'on voulait juger l'affaire d'un point de vue esthétique, les émanations psychiques des humains pouvant être grotesques et caricaturales, quelle représentation logique pouvait rendre compte d'une nébulosité aussi informe et aussi infâme que le spectre d'une horreur pernicieuse et inorganique, à soi seul un blasphème putride à l'égard de la nature? Conçu à partir du cerveau mort d'un cauchemar hybride, est-ce qu'une horreur aérienne de ce genre ne pouvait pas constituer, dans toute sa réalité haïssable, l'exquis, l'atroce innommable? Il devait être fort tard. Une chauve-souris étonnamment silencieuse me frôla, et je crois qu'elle passa tout près de Manton, car quoiqu'il fût noyé dans l'obscurité, je le sentis lever le bras. Puis il prit la parole. « Mais est-ce que la maison où se trouve cette fenêtre et cette mansarde, dit-il, existe toujours, abandonnée ?»« Oui, lui répondis-je, je l'ai vue. »« Et est-ce que vous y avez trouvé quelque chose, dans la mansarde ou ailleurs ?»« Des ossements, sous le toit. C'est peut-être ce que ce jeune homme avait découvert. Il était si sensible qu'il ne lui en fallait pas plus pour devenir fou. Si ces ossements provenaient tous du même être, ce devait être une folle monstruosité. Ça aurait été un crime que de laisser ces débris au jour. Je suis revenu plus tard dans cette maison avec un sac et les ai enfouis dans la tombe qui se trouve derrière la maison. Elle présentait une fissure assez large que j'ai utilisée. Ne vous imaginez pas que j'ai agi comme un gamin. Si vous aviez vu ce crâne, il avait des cornes longues de 10 centimètres et en même temps une mâchoire assez proche de la vôtre ou de la mienne. J'avais réussi. Enfin, je sentais Manton, qui s'était rapproché de moi, frissonner pour de bon. Mais sa curiosité était plus aiguillonnée que jamais. Et les vitres des fenêtres? Il n'y en avait plus une seule. Une des fenêtres avait perdu son cadre, aucune des autres n'avait conservé la moindre trace de vitre. Vous savez, ces petits carreaux comme on en faisait autrefois, ces croisillons, avaient déjà disparu en 1700. À mon avis, il y avait plus d'un siècle que ces vitres avaient été brisées. C'était peut-être l'œuvre de ce jeune homme dont je vous ai parlé, à condition qu'il soit monté jusque-là. La légende ne le dit pas. Manton réfléchissait. « J'aimerais bien voir cette maison, Carter. Où se trouve-t-elle? Vitres ou pas vitres, j'aimerais bien la visiter un petit peu. Et aussi la tombe où vous avez caché ces ossements, et aussi cet autre tombeau qui ne me porte pas d'inscription. Tout cela doit être quelque peu terrifiant. Vous les avez vus avant que la nuit tombe? » Mon récit avait été plus efficace que je n'avais cru, car à ces paroles, à cet effet assez innocent, mon ami sauta en l'air, s'écartant brusquement de moi, et poussa une sorte de cri hoquetant qui traduisait parfaitement son état d'esprit. Ce fut un cri bizarre, et d'autant plus bizarre qu'on y répondit. En même temps que l'écho s'en apaisait, j'entendis comme un craquement dans l'obscurité dense, et compris tout de suite que c'était une fenêtre à croisillon qui s'ouvrait dans la vieille maison qui nous abritait de son ombre. Comme toutes les autres embrasures étaient depuis longtemps s'en battant, je sus aussitôt que c'était la fenêtre démoniaque de la mansarde, la fenêtre sinistre et sans vitre qui venait de grincer.
Puis tomba sur nous un courant d'air glacé, mais violent et délétère, provenant de cette même direction inquiétante, qui fut suivi d'un hurlement perçant poussé juste à côté de moi, toujours assis sur cette tombe abandonnée et pernicieuse, où dormaient un homme et un monstre en un seul être. Une seconde plus tard, j'étais chassé de mon siège macabre par la poussée affolante d'une entité invisible, mais d'une taille qui devait être gigantesque, et d'une nature impossible à préciser. Oui, je fus balayé comme une feuille, et je me retrouvai étalé sur le ventre, sur le terreau travaillé par la circulation silencieuse des racines d'arbres, dans ce cimetière inhumain, tandis que de la tombe elle-même s'élevait un vacarme sourd de respirations étranglées et tourbillonnantes, à un point tel que mon imagination peupla aussitôt l'obscurité pourtant impénétrable de légions dantesques de damnés informes et impensables. Il y eut comme un maelstrom d'un vent desséchant, glacé, puis comme un fracas de briques et de maçonnerie qu'on ébranlait. Mais heureusement, j'avais perdu conscience avant d'être en état de me rendre compte de la signification de ces bruits. Manton, quoique plus petit que moi, possède plus de résistance physique. Tous deux, nous rouvrîmes les yeux presque au même moment, bien que ses blessures fussent beaucoup plus graves que les miennes. Nos lits se touchaient, et quelques secondes après avoir repris connaissance, nous savions que nous étions au St. Mary's Hospital. Des médecins faisaient un demi-cercle autour de nous, animés d'une curiosité intense, avides de réveiller notre mémoire et tout prêts à nous raconter ce qui nous était arrivé. C'est ainsi que nous entendîmes parler de ce fermier qui nous avait trouvés tous les deux dans un champ isolé, de l'autre côté de Meadow Hill, à 1 mile du vieux cimetière, à l'endroit où s'était élevé autrefois, paraît-il, un abattoir. Manton avait sur la poitrine 2 blessures fort vilaines, avec des coupures et des griffures moins profondes dans le dos. Quoique moins gravement, j'étais néanmoins couvert de marques et de contusions dont la nature était inexplicable. On y trouvait même l'empreinte d'un sabot fourchu. De toute évidence, Manton en savait plus long que moi, mais il ne dit absolument rien aux médecins stupéfaits et passionnés tant qu'on ne lui eut pas dit au juste ce que nous avions. Alors il déclara que nous avions été chargés par un taureau vicieux. Mais comment aurions-nous pu préciser où l'animal se trouvait? Quoi qu'il en soit, quand les médecins et les infirmières nous eurent quittés, je lui soufflai cette question d'une voix blanche. « Mais, Seigneur Manton, qu'est-ce que c'était donc? Ces cicatrices? Est-ce que c'était... ça ?» Et j'étais trop épuisé pour sauter de joie lorsqu'il me répondit à mi-voix, ce qui ne m'étonna pas tellement. Non, cela n'avait aucun rapport. C'était partout, une sorte de gélatine, de gelée, et qui pourtant avait des formes, 1000 formes si horribles, dépassant toute description. Il y avait des yeux, et une souillure. C'était la fosse, c'était le maelstrom, c'était l'abomination ultime. Carter, c'était l'indicible. Et c'est la fin de la nouvelle L'Indicible. Ça sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, les amis. Voilà, là, comment je la kiffe celle-là. Merci pour le follow dompteur de Morpion. Étrange métier que tu as là. Ou étrange passion. Mais en tout cas, merci pour le follow. Et du coup, Mika, j'ai préféré la première, moi. Ah, moi, je pense que j'ai clairement préféré la deuxième, pour le coup. Et du coup, Zikael, bienvenue sur le live, comment tu vas? Bah moi, encore une fois, en fait, mon esprit est séparé en deux. Si je mets à l'écart tous les trucs relous qui m'arrivent dans la vie, ces temps-ci, je vais bien. Voilà. J'essaie de keep up, comme on dit. J'essaie de... Comment on dit? Bon bref, en tout cas, j'essaie de garder le cap. Donc voilà, j'essaie de faire aller. Et perso, j'ai tellement kiffé la deuxième. Je m'en remets pas encore, en fait. Je m'en remets pas encore parce que je l'ai vraiment kiffé. Je suis pas déçu qu'elle... Enfin, je suis déçu qu'elle soit courte, mais à la fois, je la trouve efficace et bien comme ça, donc... En fait, ce que j'adore, c'est que pour le coup, et ça tombe bien vu que c'est demain, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment histoire d'Halloween. Je trouve que ça fait vraiment histoire que tu te racontes au coin du feu, et dans une soirée un petit peu entre amis comme ça, quand il fait bien nuit. Mais en fait, j'adore la mise en scène de la nouvelle, elle est si bien pensée. Parce qu'en fait, c'est comme si
C'est comme si l'histoire mettait en scène nous qui racontons une histoire d'horreur à un ami. En gros, ça mime la manière qu'ont les êtres humains de raconter des histoires qui font peur les uns aux autres. Donc du coup, ça, je trouve ça tellement bien vu en termes de structure, enfin ouais, d'avoir mimé ça, d'avoir fait du mimétisme pour arriver à ce même effet. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent en littérature, je trouve. Le fait de mimer une curiosité, une structure, un système réel pour pouvoir faire sentir les mêmes émotions, en fait, tout simplement. Et en fait, moi, je la trouve géniale en cela qu'elle est très courte, mais très efficace, que la surprise de fin est vraiment... Bah, encore une fois, on peut la voir venir de loin, mais en tant que lecteur, on peut la voir venir de loin, mais vu que, de toute manière, son ami en est victime, bah du coup, on le vit quand même. Donc je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop trop bien. Et en plus, il y a une sur-fin, une sur-chute, si je peux dire, avec le fait qu'il se fasse vraiment attaquer du coup par une créature indicible. Et si je dois dire ce qui particulièrement me touche et me plaît dans cette histoire, c'est qu'au final, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu de questionnement autobiographique entre guillemets de la part de Lovecraft. Dans le sens où le narrateur est un écrivain et qu'il discute du concept même de l'indicible et de l'innommable avec son ami. Et je trouve ça génial en fait d'avoir, au travers d'une fiction, peut-être des pistes sur la pensée de Lovecraft par rapport à l'indicible, à l'innommable, etc. Voire même de voir qu'il défend, qu'il donne des justifications à cela, qu'il se défend aussi de certains arguments qu'on pourrait lui confronter pour dire que bah, c'est pas intéressant de faire ça. Et en fait, je trouve ça si bien pensé, encore une fois, en termes de pure structure, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Ça, c'est justement une nouvelle intéressante pour mon devoir. Bah oui, c'est exactement ce que je me suis dit, le Bosquet de Kain, parce que le Bosquet de Kain est en train de travailler sur un... Alors tu me dis si je me trompe, mais est en train de faire un travail sur la psychologie de l'auteur par rapport à ses écrits, c'est ça? Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Là c'est un texte double, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est qu'à la fois, il y a la fiction, et à la fois, il y a presque un essai, entre guillemets, sur qu'est-ce que c'est l'innommable, l'indicible, qu'est-ce que je fais dans mon écriture, moi, personnellement, qu'est-ce que je pense, etc., de tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. J'ai adoré cette nouvelle. Et en fait, je l'ai adoré parce que c'est dur, je trouve, comme exercice, et je trouve que ça a été brillamment réussi, quoi. Je trouve ça très dur comme exercice de vouloir, comment dire? Je trouve ça très dur comme exercice de réussir à avoir un effet sur le lecteur et à la fois d'expliquer cet effet. Parce que logiquement, quand tu expliques quelque chose, ça a l'effet d'un petit peu désamorcer cette chose. Donc du coup, tu es moins captivé, tu es moins étonné, etc., etc. Et là, je trouve ça vraiment intelligent, vraiment super bien fait, parce que ouais, il a réussi à créer une fiction prenante et cool, et à la fois, un petit peu, je vais pas dire justifier, mais voilà, expliciter quelle est sa démarche. Et je trouve ça si bien. Je trouve ça si bien. Non, franchement, ouais. L'Indicible, encore une fois, une toute petite nouvelle qui ne paie pas de mine, mais qui en fait est de qualité très 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 bonne. Même si, encore une fois, elle n'est pas liée au mythe de Cthulhu, mais c'est pas dérangeant, hein. On peut lire aussi d'autres choses. Mais en fait, quelque part, elle est liée à toute l'œuvre de Lovecraft, quoi. Et tout son travail sur l'indicible et l'innommable. En même temps, je m'étais dit, rien qu'au titre, je m'étais dit que cette nouvelle allait me plaire, parce que justement, c'est ça qui me fascine chez Lovecraft. Enfin, c'est ça qui fascine tout le monde, de toute façon, chez Lovecraft. Sa fascination pour l'indicible, l'innommable, ce qui dépasse tellement l'être humain,
que on a du mal à mettre des mots dessus et à l'expliquer, et ainsi de suite. Et que justement, c'est de là que vient la peur. La peur nous vient que ça nous dépasse tellement qu'on comprend pas, quoi. Donc vraiment très très cool. Très très cool. Je suis vraiment trop content de cette lecture de recueil. Ça fait grave plaisir. J'ai aimé le passage sur les effets de la lecture sur les gens. Mais oui, grave. Non, franchement, c'est trop bien. Alors j'essaie de relire en vrac le chat, mais si je lis tout, ça va faire un long moment de silence. Ah désolé, il y a des problèmes de cam où des fois ça fait un petit refocus. Je suis persuadé que ce qu'on écrit en dit long sur notre inconscient. Ouais, certainement. Et sur ce les amis, ça va être la fin du live. Vous avez été nombreux, donc je vous remercie beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche énormément. Et je veux encore remercier Dompteur de Morpion. Ça me fait bizarre de dire ce pseudo. Hein. Mais bon, c'est moins pire que certains, n'est-ce pas et Hélène et Bernie Logini pour les follow, ça fait plaisir. La dernière nouvelle de ce recueil, qui est Le Monstre sur le Seuil, nous la lirons mardi à 21h, et pour le coup elle est un peu plus consistante, donc le live dit... C'était mon imitation de Taz, merci. Mais du coup, cette nouvelle, Le Monstre sur le Seuil, nous la lirons mardi à 21h, et elle est plus consistante, donc je pense que ça devrait nous prendre environ 2h, 2h30 pour le coup. Donc voilà, ça sera mardi pour terminer cette œuvre. Ensuite, vendredi d'après, il n'y aura pas de lecture parce que je fais une pause entre deux lectures à chaque fois. Et ensuite, il y a de grandes chances, je suis pas encore définitif, mais il y a de grandes chances que, à partir de mardi prochain, nous nous plongions dans Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Donc voilà, quelque chose de très tragique, triste au possible. J'ai vachement hâte de cette lecture et en même temps je l'appréhende parce que j'ai peur que ce soit... Ouf, j'ai peur que ce soit trop émouvant en fait. On va voir, on va voir. Du coup, je vais vous dire bonsoir là-dessus, mais si vous le voulez, je vous invite à me rejoindre encore une fois demain à 21h. Puisque demain à 21h, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne Planétéo? Pour la première fois depuis, je crois depuis bientôt un mois en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'était le 2 octobre, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça fait un épisode par mois à peu près. Il y aura un nouvel épisode de Ça me rappelle une histoire, cette émission d'improvisation que je fais dans votre compagnie sur la base de vos suggestions. Et demain, le thème, vous l'aurez deviné, sera le thème Halloween. Donc voilà, on se retrouve demain en live à partir de 21h et ça me fera plaisir de vous accueillir. C'est ça, Hélène. Du coup, demain, c'est 21h exactement. Et c'est ici aussi exactement. Donc voilà, demain 21h, n'hésitez pas à me rejoindre, ça sera un plaisir de vous accueillir les amis. Et puis sinon, dimanche, comme je le disais, live de lecture, live de découverte de l'univers League of Legends de 15h à 16h, et enfin sur Discord, de 21h à minuit, la veillée du dimanche, où on discute, on joue à des jeux et tutti quanti. Goethe est incroyable, vraiment il me fait pleurer. Bah ouais, j'appréhende vachement que ça soit ultra triste. J'ai pas été souvent ému en live. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Je pense que ça a dû arriver 2 ou 3 fois que je sois vraiment au bord des larmes en live. Je sais que ça m'est arrivé sur 2 lectures. Je sais que ça m'est arrivé sur Alice au Pays des Merveilles et L'Homme qui rit. Je sais que ça m'avait vraiment ému de ouf. Et là, j'appréhende du coup Goethe sur ce point-là. Mais en même temps, ça risque d'être trop cool justement. Donc bon, ça va être intéressant. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait un bon gros récap de tout ce qui arrive dans les temps prochains. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire encore à tous un grand merci. Je vous envoie en raid chez Oda la Joie si vous le voulez. Hop. Je pourrais pas rester sur son live, mais bon. Vous lui passerez le coucou de ma part. Elle a 244 spectateurs, the fuck is going on? Ok. Elle a dû avoir un énorme raid de quelqu'un qui a beaucoup de followers. Ok, un truc de ouf. Bref. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture
une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye, des bisous!